Il a resté. Bien. Comment le baladeur? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous reprenons notre session par ce panel que j'ai le plaisir de modérer. C'est une très lourde charge et c'est une très grande responsabilité. J'ai en face de moi d'éminentes personnalités, très compétentes dans leur domaine, des autorités très respectables de notre sous-région, qui travaillent à faire avancer les politiques au niveau des pays et au niveau de la région. Et les réunir dans ce panel est une grande chance pour nous tous, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses d'ici. Je l'ai déjà dit, ce dialogue est un dialogue, on peut l'appeler en anglais solution oriented. Nous cherchons des solutions à des problèmes que nous connaissons déjà. Donc nous ne perdrons pas beaucoup de temps sur les problèmes que nous connaissons déjà. Nous irons à la recherche de solutions concrètes pour faire avancer les choses. Nous avons déjà dit ici que le commerce intra-régional est très faible. Ça apparaît dans tous nos documents, nos chefs d'État le disent, les ministres le disent, les acteurs du secteur privé, de la société civile, tout le monde le dit. Nous sommes ici réunis entre acteurs, nous sommes des États, des institutions régionales, du secteur privé, de la société civile, des médias, tous ceux qui travaillent sur les questions de commerce intra-régional. Nous avons même les universités et centres de recherche qui sont ici pour écouter, entendre et faire avancer les choses. Le potentiel du marché est très large, nous le savons aussi. Ils en parleront. Le marché ouest-africain, les statistiques sont ce qu'elles sont dans notre sous-région, mais on sait que nous dépassons 300 millions de consommateurs. Est-ce que nous sommes à 320 ou 350? C'est ça qui change quelquefois dans les statistiques, mais la barre des 300 millions, nous l'avons déjà dépassé. C'est quelque chose, je pense, à partir de laquelle on peut bâtir des choses. Nous avons aussi enregistré des cas de succès dans la région. On ne peut pas dire le contraire, parce qu'il y a des entreprises qui ont été créées, parce qu'il y a des marchés dans les pays d'à côté. Et ces entreprises exportent dans ces pays et s'en sortent plus ou moins bien, en dépit des difficultés. Nous en parlerons également. Ceux qui sont ici, je ne devrais même pas les présenter, ils sont connus pour la plupart. J'ai fait exprès de ne pas leur demander le CV ou les documents de biographie qu'on demande d'habitude pour présenter les panélistes dans de pareilles circonstances, parce que ça m'aurait limité. Je vais le faire seulement à l'inspiration, tel que moi je les connais, tel que je les sens et que j'ai vécu et j'ai travaillé avec eux. Je commence par la gauche, M. Salifou Thiemtoré, directeur en charge des douanes à la commission de la CEDEAO, de nationalité burkinabé, donc le pays des hommes intègres, très, très, très engagé. On peut être un fonctionnaire régional et faire son travail de fonctionnaire simplement et s'en arrêter là, mais aussi on peut être un fonctionnaire régional et être un militant de l'intégration, c'est-à-dire faire le travail, mais s'engager et donner plus que ce qui se trouve seulement dans les documents de job description et autres. Si on parle aujourd'hui du tarif extérieur commun de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on on a une union douanière, c'est l'architecte du tarif extérieur commun, c'est la cheville ouvrière, avec son équipe bien sûr, mais il est le directeur des douanes. On aurait pu ne pas avoir de tarif extérieur commun, mais on l'a. Et c'est sous sa responsabilité et de son département qu'on l'a. Je vous prie d'applaudir M. Salifou Thiemtoré, le directeur des douanes de la CEDEAO. Il travaille beaucoup sur le commerce et la libre circulation des marchandises, notamment à travers le schéma de libéralisation des échanges. Les membres des comités nationaux agréments qui sont là le connaissent très bien sur le schéma de libéralisation. Nous avons le représentant du secteur privé, M. Ousmane Sy Ndiaye, du Sénégal, qui est le directeur exécutif de l'une des plus grandes organisations patronales du Sénégal, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, dont la grande force, c'est de mettre ensemble des petites et moyennes entreprises parmi les plus petites
avec de très grandes entreprises parmi les plus grandes dans le pays et de les faire travailler ensemble dans une dynamique de renforcement mutuel. C'est une très grande organisation. C'est un homme d'une grande simplicité, très modeste, mais très compétent et très engagé. Le seul exemple, il a été quasiment dans la plupart des dialogues que nous avons organisés. Il n'hésite pas à aller sur le terrain pour travailler. Tout à l'heure, j'ai entendu monsieur le directeur de cabinet adjoint lui demander s'il connaît des gens à Côte d'Ivoire. Il a cité rapidement une grande liste de personnalités et d'organisations avec lesquelles il travaille. Monsieur Chingaï, bienvenue. Je vous prie d'applaudir monsieur Ousmane, qui parlera en tant qu'acteur du secteur privé. Monsieur Aka, le plus sénégalais de tous les Ivoiriens, parce que moi je suis le plus ivoirien de la plupart des Sénégalais, lui c'est le plus sénégalais de tous les Ivoiriens. C'est mon bon ami, c'est pas seulement, c'est quelqu'un de très très compétent. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Moi, je fais partie des gens qui pensent que rien n'est impossible. Quelquefois, on veut faire des choses, on dit, mais le temps est trop court. Je dis, essayons seulement. Mais en essayant, on se rend compte qu'on le fait malgré le temps court. Lui, il est encore plus déterminé que moi et je lui fais ce témoignage. J'ai oublié de l'applaudir. Il est au cœur des politiques. Il est au cœur des politiques nationales et régionales. Si on parle de l'accord de partenariat économique en Côte d'Ivoire, il est dedans. Et je dois faire encore ce témoignage. Vous savez que la société civile n'aime pas l'accord de partenariat économique, mais la Côte d'Ivoire l'a signé et ratifié. Il fait tout, je ne dois pas le dire, parce que je ne sais pas si nos partenaires européens sont quelque part ici, mais il fait tout pour que la Côte d'Ivoire ne pose pas d'acte qui irait à l'encontre de l'intégration régionale. Parce qu'il y croit. Le pays, librement, comme le Ghana, a un APE. Il doit mettre en œuvre, parce que c'est une obligation légale, mais il fait tout son possible pour que tout acte posé ne soit pas en contradiction avec nos objectifs d'intégration régionale. C'est vraiment quelque chose que nous devons reconnaître et saluer. M. Stéphane Aka, bienvenue à Kouaba, à ce panel. Last but not least, M. Faris Salo, Dr Ayunia tout à l'heure l'a présenté, sous sa double casquette d'ancien réalisateur de libre circulation de la CEDEAO, avec tous les problèmes que lui-même il a vécu avec ce dossier qui est un dossier complexe. De là-bas, il est passé directeur en charge du secteur privé. La présentation de Aliou montrant ces deux casquettes, une excellente présentation. Ça montre tout ce qu'il peut réaliser dans la région maintenant avec le secteur privé. Et si je dois retenir de lui une seule chose, deux, la première, c'est que lui et moi et d'autres, on a été à la frontière séné-craquée il y a quelques années en arrière, où nous avons eu une grande rencontre avec les douanes du Bénin et du Nigeria, organisant les rencontres en plein air, allant à la frontière lever des barrières. Ça a été quelque chose de très symbolique et de très fort. Et la deuxième chose que je voudrais retenir, parce que j'ai dit que je parlerai d'eux, comme moi je les connais, c'est que si nous avons la carte biométrique, la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, c'est aussi grâce à lui. Je vous prie de l'applaudir. J'ai dit que Salifou nous a fait obtenir un tarif extérieur commun. Aujourd'hui, tous les Sénégalais qui ont déjà reçu leur nouvelle carte d'identité en savent quelque chose. Nous avons déjà commencé à établir les cartes d'identité biométriques CEDEAO au Sénégal. Et les cartes portent le logo de la CEDEAO et le drapeau du Sénégal. Et c'est avant qu'il ait quitté sa direction que cela a été réalisé. Je pense que c'est une très grande chose. Le panel sera simple. Nous aurons 3 questions à aborder. Et chacun des panélistes interviendra sur la question de manière courte et de manière ouverte. Et j'essaierai après, ce sera difficile, de mixer un peu les choses et de essayer de les mettre en débat. Et même de les prendre à défaut si j'arrive à le faire. Ce sera certainement pas simple. Nous aborderons la première, ce qu'on peut considérer comme une des premières forces motrices de notre commerce, c'est le marché, la réalité de notre marché régional. Sa taille, son potentiel. Et c'est tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a en termes de ressources, en termes de potentialité, etc. La taille de ce marché,
comment maximiser ce potentiel? Que peut-on faire avec ce marché régional et que peut-on faire sur ce marché régional? Vous pouvez en parler de ces contraintes, mais plus de ce qui est positif, de ce qu'on peut réaliser. Je commencerai par M. Sano, c'est le secteur privé institutionnel, CEDEAO, pour qu'ils nous disent comment on peut maximiser le marché régional ouest-africain en tenant compte de sa taille, de ses innombrables ressources, du sol, du sous-sol, de la mer, de tout ce qu'on peut imaginer. Monsieur Sano, je vous laisse la parole. Bien, merci, monsieur le directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique. C'est vrai que je suis un nouveau venu dans le cercle du secteur privé. Je serai beaucoup plus à l'école des opérateurs privés qui sont dans cette salle. Je vais m'abreuver de leur expérience, de tout ce qu'ils ont pu faire pour que le secteur privé puisse jouer un rôle dynamique dans la réalisation du processus d'intégration régionale. Ceci dit, et vous conviendrez avec moi que le marché de la CEDEAO est un marché d'environ 300 millions de consommateurs. Mais malheureusement, ce marché de 300 millions de consommateurs ne se nourrit pas de la production interne. En d'autres termes, le commerce intracommunautaire est très faible. La voisine, comme on le dit toujours, autour de 10, 11, 12%. On est beaucoup plus focalisé sur les produits de base qui servent à l'exportation. Et comment donc faire en sorte que nous puissions produire davantage pour nourrir le marché ouest-africain? Et je pense qu'il y a du travail à faire. Comment amener les opérateurs économiques du secteur agricole à produire davantage le maïs, le sorgho, l'oignon pour exporter dans la sous-région? Comment amener le secteur privé industriel à bénéficier des avantages du schéma pour pouvoir exporter dans la sous-région? Nous avons tantôt évoqué des facteurs endogènes et facteurs exogènes qui limitent l'expansion du commerce intracommunautaire. Je pense, à mon avis, que le secteur privé agricole et industriel mérite d'être accompagné, mérite d'être soutenu. C'est vrai que les États ont un rôle important à jouer en assainissant le climat des affaires, l'environnement des affaires, en termes de politique juridique et fiscale, aussi en termes d'infrastructures de base, les routes, les communications, tout ce qui peut développer, permettre au secteur privé de produire et de pouvoir exporter dans la région. Merci. Monsieur Sano, vous avez évoqué une question qui me paraît importante. Le marché est ouvert, le marché a du potentiel, le secteur privé existe et il doit être accompagné. On va demander au secteur privé ce qu'il pense de ce marché et qu'en fait-il. Il a un marché qui lui est ouvert, qui a du potentiel. Qu'est-ce que le secteur privé régional a fait de ce marché? A-t-il échoué à le prendre ou a-t-il vraiment des leviers ou qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Monsieur Ousmane Sindiaye, nous voulons vous entendre là-dessus. Il a parlé à plusieurs reprises du secteur privé. Que faites-vous de ce marché? Et s'il ne vous est pas ouvert comme on le pense, comme il le dit, que doit-on faire concrètement pour vous pour que ce marché vous soit donné? Merci, cher. Je me réjouis d'être présent à ce forum de grande qualité. C'est encore pour moi une grosse opportunité d'apporter ma modeste contribution à la construction de l'intégration économique.
à vous et au directeur qui vient de parler. Je pense que vous avez eu raison de dire que nous avons un marché énorme, un marché formidable, un marché qui regorge de très grandes potentialités et qui offre au secteur privé régional de grandes perspectives. Le directeur l'a dit tantôt, c'est un marché de 300 millions de consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons à nourrir 300 millions au moins de consommateurs. Nous devons vêtir 300 millions de consommateurs au moins. Nous devons chercher, en tant que secteur privé, à transporter au moins 300 millions de consommateurs. Nous devons également saisir l'opportunité d'offrir des solutions de santé dans le domaine du privé à 300 millions de consommateurs. Nous devons également développer une offre en termes d'éducation à ces familles de 300 millions de consommateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il s'avère à l'arrivée que les conditions d'exploitation de ce marché ne sont pas encore réunies. Sur le plan réglementaire et légal, il y a encore des obstacles qui freinent les initiatives du secteur privé. Et le premier obstacle auquel le secteur privé est confronté, c'est celui de la sécurité de ses investissements. Parce qu'un privé, par définition, est quelqu'un qui engage des risques en mettant son argent dans des opérations, soit des opérations d'investissement ou des opérations d'exploitation agricole ou commerciale, avec l'espoir à l'arrivée de pouvoir en tirer un profit. Malheureusement, c'est ce profit-là qui n'est pas toujours suffisamment garanti pour motiver le secteur privé à prendre des risques que ce marché-là lui offre. Voilà pour ce premier point, l'obstacle majeur. Le second point également, c'est qu'on a l'impression, de ma perception, que notre marché régional est relativement opaque. On n'a pas la lisibilité sur le fonctionnement du marché à travers ces filières et ces secteurs. Si je prends par exemple la filière céréales, nous sommes 15 États de la communauté, tous confrontés à la problématique de la sécurité alimentaire. Nous sommes quasiment tous au niveau de nos 15 États dépendants de l'importation du riz, par exemple. Et simultanément, les 15 États se sont tous engagés quasi en même temps pour relever le défi de la sécurité alimentaire et se sont fixés des objectifs d'autosuffisance en matière de production visicole. Mais il s'avère à l'arrivée qu'on ne peut pas, à partir d'un pays donné, avoir la lisibilité nécessaire sur les productions réalisées au niveau des États, de manière à en saisir les opportunités du marché. Ça, je pense que globalement, on est doublement confronté parce que le marché met en action deux acteurs clés de notre système, l'État et l'entreprise. Et je dois avouer en toute humilité, aussi bien l'État que l'entreprise accusent un bon nombre de déficits en matière de savoir-faire pour organiser l'exploitabilité de notre marché. Un marché relativement opaque pour les entreprises qui veulent malgré tout y arriver. Parmi les responsables, il en a pointé deux dans le secteur privé. Il ne sera pas seulement à grande eau, il met le secteur privé en responsable aussi, mais il a aussi indexé l'État. L'État n'a-t-il pas fait ce qu'il faut faire, Stéphane? Qu'est-ce que l'État devrait faire qu'il n'a pas fait pour que ce potentiel important que le secteur privé a vu, le secteur privé n'est pas encore réellement pu le capturer? L'État. Même si tu n'es pas obligé d'avoir la casquette d'État pour dire les choses librement. Si tu me poses la question en tant qu'État, je suis obligé de prendre la casquette d'État. Oh, oui. Ou alors je dis il faudrait poser la question à la CEDEAO pour mettre en place des politiques régionales. Alors, ce que peut-être l'État n'a pas assez fait, c'est délicat parce qu'on est dans le cadre là ici de l'application, enfin on est dans le cadre d'un dispositif régional. Donc, la première chose que peut-être l'État ne fait pas bien, c'est l'application stricte des décisions communautaires. Là, je veux dire, et je parle de l'État en général, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire en particulier. Là, on a, comme on dit, on a un outil, le schéma d'évaluation des échanges, on va en parler, j'étais frappé, qui est méconnu, et pour lequel souvent
ceux censés l'appliquer ne le font pas. Les forces de l'ordre, voilà. Et donc ça, franchement, je pense que l'État est défaillant sur ce point de vue. L'autre point de vue que notre ami du secteur privé a pointé, c'est peut-être le manque de dialogue par filière, le manque de dialogue régional filière. Pour reprendre le cas du riz, par exemple, on s'est tous plus ou moins lancés dans le riz pour des raisons d'autosuffisance alimentaire. Pas forcément pour des questions de développement commercial. Ce qui fait que forcément, quand vous prenez une culture comme le riz, on se dit, moi je me dis au ministère de l'Intégration, c'est une culture que je ne regarde même pas. Parce qu'on la développe pour nourrir les Ivoiriens et on ne la développe pas pour la vendre aux Sénégalais, pour la vendre aux Burkinabés, tout. Donc je me dis qu'avant que ça devienne une culture qui a un potentiel d'exportation, pour l'instant, c'est quelque chose qui est géré au niveau national. Pour reprendre l'exemple du riz. Mais je dois l'avouer qu'il y a d'autres cultures plus intégrées, comme la mangue, comme la banane, comme le cacao, sur lesquelles on pourrait réellement avoir un dialogue régional constructif autour du TEC, des cultures qui ont été protégées, et amener l'État à voir des mesures d'accompagnement. La dernière chose que je voudrais dire, je pense que l'État a encore du travail à faire sur la sensibilisation en matière de schéma de libéralisation des déchets. Vraiment beaucoup de sensibilisation. On reviendra sur le schéma de libéralisation tout à l'heure. C'est un des outils très importants. Vous avez parlé de ce que les États font ou ne font pas, et quelques difficultés ou défaillances que les États accusent à mettre en œuvre des politiques convenues au niveau régional. On reviendra sur, parmi ces politiques, nous avons le schéma de libéralisation, on y reviendra. Mais comme on a parlé du marché régional, et ce qui donne les contours, le périmètre du marché régional, justement, c'est le tarif extérieur commun. Nous avons adopté et on a commencé la mise en œuvre. On dit que le schéma de libéralisation facilite la circulation à l'intérieur, mais le tarif extérieur commun est le périmètre qui met la clôture extérieure pour nous donner des niveaux douaniers. C'est un des instruments que nous avons mis en place. Monsieur le directeur Salifou, cela nous donne un marché régional. Vous l'avez entendu, les collègues ont parlé du marché en parlant de son potentiel. Le secteur privé a vu ce marché, il est très grand. Et il sait que le marché seul, régional, peut permettre de booster les entreprises au niveau de la région, renforcer leur compétitivité et renforcer leur capacité de production et de création de richesses et aussi d'emploi. De votre perspective, de votre point de vue, la CEDEAO a eu une perspective assez heureuse de dire qu'on met un tarif extérieur commun qui libéralise les intrants et qui protège les produits finis pour nous donner justement les contours de ce marché régional. Est-ce suffisant pour justement donner une réalité à ce marché? Est-ce suffisant? Je sais que les États ont accepté, la CEDEAO a accepté, le marché relativement existe. Que pensez-vous justement de ce marché, de sa taille, mais du marché dont vous avez pris l'initiative de fixer les contours par le tarif extérieur commun? Qu'est-ce que ça vous donne comme réflexion? Ok. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est la première fois que je prends la parole. Je permettrai que je remercie le directeur exécutif de l'INDA, l'ensemble de ses collaborateurs, pour cette invitation. Je suis ici à Abidjan pour une autre réunion sur la fiscalité intérieure, notamment liée aux administrations fiscales, renforcer les capacités pour qu'ils soient performants dans la mobilisation des ressources. Lorsque j'ai reçu cette invitation, évidemment, je suis précipité parce que lorsqu'on parle du commerce intra-communautaire, lorsqu'on parle de circulation des marchandises et des personnes, je suis interpellé et j'avoue que c'est un sujet qui va m'intéresser tout le temps et à tout lieu. Donc, ça a beaucoup de plaisir que je suis là. Et pour répondre à cette question, je remercie les publicitaires qui ont manipulé le terrain. Et je remercie le secteur privé et l'État d'avoir donné leur point de vue sur la question. Et je vais être aussi pas très long, pour permettre aux participants de mieux parler.
le marché régional, on a donné sa taille par la population. Moi, je vous donnerai aussi quelques chiffres de grandeur. Vous savez, les importations régionales de tous ces CEDEAO tournent autour de 100 à 150 milliards de dollars, ce que nous faisons chaque année. Et les exportations sont quasiment partout. On a une balance qui est à peu près équilibrée. Et il y a des années où ça va, on est excédentaire, il y a des années où on est déficitaire. Et quand vous prenez ces chiffres-là, 150 milliards de francs, vous constaterez que les importations intra-communautaires entre nous-mêmes, ça tourne autour entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est un peu le droit des grandeurs. Donc vous voyez, on peut importer jusqu'à 150 milliards, tout confondu, mais entre nous, ce chiffre tourne autour de 20 milliards. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait acheter à l'extérieur, vous pouvez en fait l'avoir ici. Et pourquoi? Voilà un peu ce dont nous allons discuter ici. Moi, je dirais qu'il y a trois choses qu'il faut considérer. Et la première chose qu'il faut considérer, que est-ce que nos textes qu'on a mis en vigueur sont mauvais, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas à la hauteur, ne créent pas les conditions pour le travail. Ça, on va en discuter ici lorsqu'on parle du schéma d'immigration intelligente, pour que l'état des textes soit mauvais. Et pas. Et une deuxième chose, c'est l'État. Quel est le rôle? Aka ici a dit clairement quel est le rôle de l'État. Nous, au niveau de la CEDEAO, nous avons la même compréhension de cette question. Il y a beaucoup de choses, de textes réglementaires de la CEDEAO qui ne sont pas appliqués correctement du fait de la responsabilité de l'État. C'est vrai que nous sommes dans l'intégration, mais lorsque les textes communautaires sont adoptés à l'État, on se rend compte qu'au les États, il y a des difficultés pour les mettre en œuvre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va en parler quand on parle de l'État. Et troisième chose que je voulais ajouter ici, c'est les rôles. Vous savez, la CEDEAO, c'est 15 États. Je ne vais pas prendre le temps et faire un discours politique premier. On a un État qui est important, qui s'appelle le Nigeria, qui compte à peu près 60% de l'économie de la région. Qu'est-ce que le Nigeria exporte et importe? Quel est le poids du Nigeria dans le commerce intra-communautaire? Lorsque vous avez ces chiffres, vous comprendrez pourquoi notre potentiel n'est pas beaucoup utilisé, parce que il y va la responsabilité du Nigeria d'être un acteur, un vrai acteur du commerce intra-communautaire, parce que c'est le pays le plus grand, le plus puissant, qui a gagné dans l'intégration. Mais lorsqu'on voit les chiffres qu'on a, on sent que c'est un acteur qui n'est pas déterminant dans le commerce intra-communautaire, et c'est là, malheureusement, amène des chiffres vers le bas. Et ça, c'est une question qu'on pourra en fait discuter tout au long du débat. Je terminerai par dire, effectivement, nous connaissons ces problèmes-là, et la CEDEAO, avec les États, nous travaillons dans les domaines précis, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, donc on parle du schéma. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour pouvoir changer cette situation-là? Le constat est fait, nous le savons. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cela? Je crois qu'on va aller dans le schéma. On en reparlera effectivement lorsqu'on parlera du schéma. Une des questions que vous avez abordées, qui est une très bonne question, sur le marché régional, vous avez évoqué la taille du Nigeria, son rôle et sa place. Tout à l'heure, le secteur privé a dit que pour le privé, le marché semble quelquefois opaque. Et comme on est dans un dialogue ouvert, la plupart des complaintes ou des plaintes, c'est sur ce géant qui est un peu le leader de la région. Je vais peut-être laisser encore la parole au secteur privé, après je continuerai dans ce sens.